au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations sur le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne zai kala har nau kan da bora na bongo su banda ha masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, était en visite de travail ce matin dans notre pays. Cette visite au Niger s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans plusieurs pays de la région du Sahel, dont le Mali, le Niger et le Bénin. Le volet reportage de cette édition sera consacré au port du voile chez les élèves, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur chez les jeunes filles scolarisées. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Le président du Conseil européen était en visite de travail ce matin dans la capitale nigérienne. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée entreprise dans plusieurs pays de la région du Sahel, dont le Niger, le Mali et le Bénin. Objectif réitérer l'appui de l'Union européenne au Niger, notamment sur le plan de la promotion des valeurs démocratiques et du développement socio-économique du pays. Le compte rendu de Damana Abdoulaye. Confirmant l'estime que l'Union européenne porte aux autorités de la 7e République, au-delà consolider la coopération entre le Niger et l'Union européenne, mieux promouvoir les valeurs démocratiques afin de contribuer au développement socio-économique du Niger. Ce sont là quelques raisons qui ont conduit le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, à effectuer cette visite de travail au Niger, accueilli au grand jour à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par le président Issoufou Mahamadou. Après les cérémonies protocolaires, la délégation s'est transportée au palais présidentiel où une séance de travail élargie aux délégations co-présidées par Issoufou Mahamadou et Herman Van Rompuy ont échangé des échanges qui ont porté pour la partie nigérienne sur 3 axes majeurs, à savoir la démocratie, la défense et le développement. On s'est vu à Bruxelles en marge du sommet organisé en soutien au Mali. Nous avions dans nos échanges mis l'accent sur ce que nous avions appelé les 3D. La démocratie, la défense, c'est-à-dire la sécurité, et le développement. Les 3D sont au cœur, Monsieur le Président, du programme de renaissance que nous sommes en train de mettre en œuvre au Niger depuis maintenant bientôt 3 ans. La défense, d'abord, parce que tout le monde est conscient des menaces auxquelles nos pays sont exposés. La menace du terrorisme, la menace du crime organisé, menaces qui sont malheureusement amplifiées par un certain nombre de crises qu'un certain nombre de pays de la sous-région connaissent. J'ai fait allusion là à la situation au Mali, à la situation à Libye et même à la situation au Nigeria. Pour faire face à ces menaces, le Niger a pris des mesures hardies, des mesures énergiques. Et nous continuerons à mettre en œuvre ces mesures, surtout que la situation géopolitique, ou plus précisément la situation géographique du Niger, au sein de la zone du Sahel, le Niger appartenant aux 2 régions du Sahel, au Sahel occidental et au Sahel oriental, cette situation, dis-je, fait du Niger un verrou pour le Sahel. Si nous arrivons à sécuriser le Niger,
cela va avoir un impact important dans la sécurisation de l'ensemble du Sahel. Ce souffle d'embellie qui marque les relations entre les institutions européennes et le Niger est aussi le fruit d'une présence remarquée du Niger lors de certains événements européens, notamment le plaidoyer pertinent de Issoufou Mahamadou lors de la conférence des donateurs pour le Mali tenue à Bruxelles en mai 2013. Nous nous trouvons en effet à un moment charnière dans nos évolutions régionales respectives, mais aussi dans les relations entre nos deux continents, l'Afrique et l'Europe. L'engagement de l'Union européenne en Afrique n'a fait que s'accroître dans les dernières années, tant dans le domaine sécuritaire que dans l'économie. En même temps, la poussée de l'intégration régionale en Afrique a aidé à avancer les barrières de la prise de conscience collective et contribue activement à une plus grande appropriation d'un destin commun basé sur la démocratie et les libertés fondamentales. Ensemble, l'Afrique et l'Union européenne, en augmentant nos échanges et notre appui réciproque en fonction de nos capacités et besoins respectifs, nous avançons vers une plus grande prospérité pour nos citoyens et vers des sociétés plus stables et plus sécurisées. Nous contribuons à un monde meilleur. Mais la partie n'est pas gagnée d'avance. Espérons que ce 4e sommet Afrique-Union européenne nous permette de faire de nouveaux progrès. Et la participation du président Issoufou est dans cette perspective très fortement appréciée. Malgré les effets perceptibles de la crise financière dans les pays européens, les institutions européennes ont jugé utile d'augmenter de façon substantielle l'aide de l'Union européenne pour le Niger, passant ainsi de 508 millions d'euros au titre du 10e Fonds européen de développement à 600 millions d'euros pour le 11e FED. Nous savons que la sécurité n'est pas possible s'il n'y a pas d'État. Et c'est pour cela que nous sommes très engagés ici au Niger à mettre en place des institutions démocratiques et républicaines très fortes, stables, capables justement d'assurer la sécurité du pays, la sécurité du territoire, la sécurité des personnes et des biens, capables de garantir aux citoyens les libertés, l'égalité, la justice, la solidarité. Bien sûr, nous l'avons dit à plusieurs reprises, et à l'occasion de nos échanges, cela a été confirmé, il y a une étroite liaison entre défense, c'est-à-dire sécurité, démocratie et développement. Et le programme de renaissance que nous sommes en train de mettre en œuvre met l'accent sur un certain nombre de priorités, parmi lesquelles l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Notre objectif, c'est de nourrir les Nigériens. Au niveau de toutes les priorités que je viens de citer, nous avons derrière nous l'Union européenne. Nous avons votre solidarité, vous venez de le réaffirmer, je vous en remercie. Dans tous ces secteurs qui sont prioritaires pour nous, l'Union européenne intervient de manière massive. Cette visite du président du Conseil européen après celle du secrétaire général de l'ONU et de sa délégation vient ainsi redorer le blason des autorités nigériennes pour leur rôle qu'ils jouent dans la consolidation de la paix dans la sous-région et la réflexion sur des sujets cruciaux de portée régionale comme la sécurité et le développement. Merci Damana Abdoulaye. À présent, je vous propose de suivre le portrait du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, qui effectuait depuis ce matin une visite de travail dans notre pays. Élu premier président permanent du Conseil européen en novembre 2009, Herman Van Rompuy a pris ses fonctions lorsque le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. En 2012, il a été réélu pour un second mandat qui a débuté le 1er juin 2012 et qui court jusqu'au 30 novembre 2014. Au moment de sa première élection, Herman Van Rompuy était Premier ministre de la Belgique. Auparavant, il avait été dans ce pays président de la Chambre des représentants de 2007 à 2008 et avait occupé plusieurs fonctions ministérielles, dont celle du vice-premier ministre et ministre du budget de 1993 à 1999.
ministre d'État en 2004 et secrétaire d'État aux finances et aux petites et moyennes entreprises en 1988. Herman Van Rompuy, qui a d'abord travaillé comme économiste à la Banque nationale de Belgique, a commencé sa carrière politique en 1973 en tant que vice-président national des jeunes de son parti. Il a assumé plusieurs responsabilités au sein de son parti et au Parlement belge, où il a successivement été sénateur de 1988 à 1995, puis député de 1995 à 2009. Herman Van Rompuy est titulaire d'un baccalauréat en philosophie ainsi que d'une licence et d'un doctorat en économie appliquée de la Catholic University Leuven. Il est né à Etterbeek le 31 octobre 1947 et est marié à Gertrude Windels. Ils ont 4 enfants et 4 petits-enfants. La visite de travail du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy au Niger, s'inscrit ainsi dans le cadre d'une tournée qui le conduira dans plusieurs pays de la région du Sahel. Cette visite confirme ainsi l'estime que l'Union européenne porte aux autorités nigériennes, notamment pour le rôle qu'ils jouent dans la consolidation de la paix dans la sous-région et la réflexion sur des sujets cruciaux de portée régionale comme la sécurité et le développement. Le président du Conseil européen était donc accompagné dans son déplacement de son épouse, Madame Gertrude Van Rompuy, qui était également à la Villa Verte, puis une visite dans l'après-midi au Musée national Boubou Amadou Niamey. C'était en compagnie des 2 premières dames du Niger. Madame Gertrude Mendel Van Rompuy, épouse du président du Conseil européen au Niger, en compagnie bien sûr de son époux pour une visite de travail de 24 heures au Niger. Elle a été accueillie par les 2 premières dames, Madame Aïssata Issoufou Mahamadou et Dr Malika Issoufou Mahamadou à la Villa Verte. Après un bref entretien entre ces dernières, après donc un déjeuner également offert par les premières dames, la délégation arrive à 15h30 au Musée national Boubou Amadou Niamey. Le ministre de la Jeunesse des Sports assurant l'intérim du ministre des Arts et de la Culture et le directeur général du Musée national pour l'accueil. Première étape de cette visite, le projet Une industrie culturelle en développement, l'architecture en terre, avec ces 2 bâtiments visités par Madame Gertrude et les 2 premières dames. Deuxième étape, au musée Boubou Amadou Niamey toujours, le pavillon classique inauguré en 1959 par le président Djori Hamani. Madame Van Rompuy, en compagnie des 2 premières dames, a eu droit également à un étalage des produits de l'histoire avec le musée du dinosaure, les hippopotames. Elles ont également fait un tour au niveau des stands des artisans pour découvrir la richesse de la diversité culturelle et artistique de notre pays. Deuxième visite guidée par la délégation, le centre hospitalier régional de Poudrière. Accueil du ministre de la Santé publique et de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Maïki Bikadiya Toudandobi. Première étape de la visite, la salle d'accouchement où le responsable a donné quelques explications de fonctionnement, la pédiatrie entre bébé et maman. Là également, une séance d'information sur le bloc de la pédiatrie. Dernière étape, le CRENI, où les responsables du CHR, en compagnie de ceux de cette cellule, ont avec un enthousiasme donné d'amples éclaircissements sur le bon fonctionnement du centre de rééducation nutritionnelle. Après donc le CHR, la délégation a pris la direction de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey afin de s'envoler pour la prochaine étape de la visite à Cotonou au Bénin. C'était là un compte-rendu signé Issa Mustafa. Sur un tout autre plan, la grève de 48 heures enclenchée par les syndicats du secteur des transports est aujourd'hui à son 2e jour. Le bilan est donc le bilan complet tiré, de cette grève 24 heures après est plutôt mitigé. Et pour cause, les taxis jaunes et les bus mis en circulation par la ville de Niamey et la Sotrini. Le constat est signé Idi Maman Siraj. Au 2e jour de la grève de 48 heures enclenchée par les syndicats du secteur des transports, le constat est plutôt mitigé. En effet, beaucoup de taximens n'ont pas répondu favorablement à l'appel lancé par le syndicat national des conducteurs des taxis, le Synco Taxi.
Un tour dans la ville de Niamey nous a permis de voir des conducteurs de taxi vaquer tranquillement à leur travail. Ils ont compris tout l'avantage qu'ils peuvent tirer en travaillant et en se rendant utiles aux autres. Avec les taxis de couleur jaune mis en circulation par la ville de Niamey, ainsi que les bus des sociétés de transport voyageurs mis également en circulation par la Soutrini, la grève était de toutes les façons vouée à l'échec. La principale revendication des syndicats du secteur des transports se résume, comme on le sait, à la réduction du prix des hydrocarbures, notamment l'essence. Donc nous, de notre côté, on était à l'avant-garde en tant que transporteurs parce que la réduction nous concerne directement. Ce qui a fait que nous avons fait des mouvements en 2012 ou 2013. Il y a eu une réduction qui n'est pas significative et l'État a promis pour calmer les esprits qu'il va réduire en fin 2013. Alhamdulillah. iyo mali no prix kan sambu ilir ka tare no urmu la bizega go wallahi agogate alhamdulillah iri wo so to ni go so to ni kir godin so to ni sin kar gobo go ene so compagnie am kan mo teri mo goida ni faham iri compagnie mo te sam so go fore sam wona ko naka. Cette grève ne sera certainement pas la dernière qu'engagent les syndicats du secteur des transports dans le cadre de leurs revendications pour la diminution des prix des hydrocarbures. Ils doivent donc de trouver une solution définitive à ce genre de situation. C'est pourquoi la ville de Niamey ainsi que les autorités en charge des transports doivent trouver une solution définitive à ce genre de situation. Ouverture hier à Niamey des travaux d'un atelier régional dit de validation des plans d'action nationaux de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du lac Tchad. Le dit atelier a été organisé par la commission du bassin du lac Tchad. Le compte-rendu de Seyni Mekido Jibril. Le lac Tchad et son bassin constituent un écosystème spécifique dans la sous-région. Les riches terres humides du bassin soutiennent une multitude d'activités économiques, agriculture, élevage, pêche et bien d'autres. Cependant, ces dernières décennies, on assiste à une dégradation de cet écosystème. À cet effet, la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, a mis en point en 2008 le programme d'action stratégique du bassin du lac Tchad, document cadre de politique régionale complété par le plan d'action nationaux de gestion intégrée des ressources en eau en vue d'élaborer un plan d'investissement d'action prioritaire à soumettre à la communauté internationale en avril prochain à Bologne, en Italie. Les interventions du plan quinquennal que vous allez examiner au cours de cet atelier sont structurées au sein de 3 composantes. Utilisation durable des ressources naturelles et préservation des écosystèmes du lac, amélioration de la quantité et de la qualité des eaux du lac et mise en œuvre des plans d'action nationaux des pays membres de la CBLT. Au cours de vos travaux, vous allez davantage vous pencher sur les plans d'action nationaux de vos pays afin de les actualiser, les prioriser et ressortir le lien entre les programmes transfrontaliers et le plan national, notamment dans l'atteinte des objectifs de l'amélioration de l'hydrolicité pour augmenter la quantité d'eau dans le lac Tchad. Les participants à l'atelier se pencheront davantage sur les plans d'action nationaux de leurs pays respectifs. Examiner le rapport de l'état de mise en œuvre des plans réalisés par la CBLT, approfondir les aspects financiers des PANGIR, notamment les financements acquis des fiches de projets et ceux à rechercher, proposer un mécanisme de mise en œuvre et de suivi et évaluation des plans d'action nationaux, dégager les fiches actions prioritaires des pays d'action nationaux, harmoniser et ressortir le lien entre les programmes transfrontaliers et les plans d'action nationaux, notamment dans l'atteinte des objectifs nationaux et l'amélioration de l'hydrolicité pour augmenter la quantité d'eau dans le lac Tchad. Durant les 3 jours prévus pour la tenue de l'atelier, les participants ont la lourde tâche d'analyser les documents à présenter en Bologne afin de les actualiser et les mettre à jour pour une gestion rationnelle des différentes ressources naturelles du lac Tchad.
L'ambassade de France au Niger et la fondation Jean Rouch ont rendu un hommage mérité au cinéaste et ethnographe français Jean Rouch. C'était à travers une cérémonie organisée hier soir dans l'enceinte de la représentation diplomatique française au Niger. Le compte-rendu de Imasei. Ils étaient nombreux, les anciens amis, collaborateurs et autres invités de marque à se retrouver à l'ambassade de France pour honorer la mémoire du cinéaste, ethnographe français Jean Rouch, décédé au Niger en 2004. La représentante de l'ambassade de France a dans son allocution remercié les invités avant de retracer le parcours élogieux de Jean Rouch. Jean Rouch, pas encore trentenaire, entame une descente du fleuve Niger et au cours des 6 décennies qui suivront, il ne cessera de répondre à sa manière, caméra en main, à cette même question du roi de Dania. Qui fait la tradition? Pourquoi est-elle vécue? Comment se renouvelle-t-elle? Comment nous lie-t-elle? Il ajoutera d'autres thèmes à sa quête, la migration, la transe, les mythes de l'eau, etc. Jean Rouch, par un parcours singulier, un va-et-vient incessant entre les pays riverains du Niger et l'Europe, sera donc le passeur d'une rive à l'autre de ces cultures, de ce patrimoine du fleuve qui constitue, avant les minerais, l'agriculture ou le soleil, la première richesse de ce pays. Le représentant de la fondation Jean Rouch a quant à lui décrit les circonstances douloureuses dans lesquelles Jean Rouch avait perdu la vie. 10 ans après, la blessure est toujours là et nous avons présenté, puisque Jean Rouch est le premier étranger du Niger qui a été honoré par des funérailles nationales, à ma connaissance. Nous avions, puisque nous étions au Niger il y a 10 ans pour préparer un film, eh bien nous avons décidé dans l'esprit de Rouch, de continuer cette aventure. Les souvenirs qui gardent l'assistance de Jean Rouch sont nombreux et les éloges à son égard intarissables. C'est pourquoi certains demandent à la fondation Jean Rouch de fournir davantage d'efforts pour pérenniser les œuvres du défunt. Il ne peut continuer. Il ne peut continuer à musicier, puisque nous, on est en train d'écouter. Malheureusement, nous n'avons pas suivi. Mais on a vu les films. J'ai vu Ghana 56 dans les films de Jean Rouch. J'ai vu comment les gens portent leurs culottes dans les films de Rouch. J'ai vu Niamey 60, 56, j'ai vu Niamey dans ces films de Jean Rouch. Donc même ça, c'est un souvenir. Jean Rouch a laissé beaucoup de choses. En tout cas que nous, aujourd'hui, cinéastes nigériens, nous en profitons beaucoup. Nous enseignons le cinéma avec le cinéma de Rouch. Nous apprenons le cinéma avec le cinéma de Rouch. Donc, pour dire, c'est comme si je l'ai touché, c'est comme si je l'ai rencontré. Et c'est comme si vraiment j'ai appris directement de Rouch. Et c'est un personnage, en tout cas, qu'on n'oubliera jamais. Moussa Hamidou, un compagnon de Jean Rouch, témoigne en ces termes. Moi, je n'étais qu'à côté de lui. C'est pourquoi je suis moins connu d'ailleurs. J'ai fait le son de ce film de 1960 à 2004. Parce qu'on était en plein tournage de La Vache Merveilleuse quand il y a eu son accident qui l'a emporté. 44 ans de vie ensemble. Nous avons tourné partout en Afrique et en Europe aussi. Jean Rouch demeure incontestablement une légende pour le cinéma nigérien. Ses œuvres resteront à jamais gravées en lettres d'or dans nos mémoires. Avec près de 60 ans de tournage au cœur des villages nigériens, Jean Rouch a énormément contribué dans la sauvegarde de la culture nigérienne. La campagne de l'Internet à haut débit 3G+ de Orange Niger se poursuit à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Hier, dans l'après-midi, les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur se sont rendus sur le site. Issa Mustafa. Après le CCOG de Niamey, l'équipe de la campagne 3G+ de Orange Niger s'est transportée au campus universitaire pour une autre démonstration de l'Internet à haut débit qui est partagée au maximum avec les étudiants. Occasion pour le secrétaire général du ministère des Enseignements supérieurs, de la technologie et de l'innovation de se rendre sur les lieux. Après donc une visite sommaire, voici ce qu'il en pense. En réalité aujourd'hui, notre ministère a comme objectif le réseautage des universités. Donc nous voulons mettre aujourd'hui toutes les universités en réseau. Et nous pensons que l'offre aujourd'hui d'Orange Niger répond à nos préoccupations.
Nous pensons aujourd'hui qu'à travers ce que je viens de voir, je suis d'abord impressionné. Et nous pensons que le monde étudiantin sera émerveillé par l'offre qu'offre Orange Niger. Et nous pensons que nous partageons ce point de vue et nous avons les mêmes objectifs. Et nous pensons qu'aujourd'hui, cet enseignement scientifique que nous sommes en train de mettre en place aura un support technique et scientifique pour que cet enseignement soit offert à tous les niveaux et à tous les étudiants. Le directeur général de Orange Niger, lui, pense qu'il est possible de faire un partenariat Orange ministère des enseignements supérieurs. Une chose est d'apporter une technologie qui est rapide, puissante, on le sait tous, et une autre, c'est de montrer en pratique à plusieurs cibles quels sont les usages qui sont possibles à travers cette technologie. Et naturellement, quand on pense à l'Internet, on pense au monde universitaire, puisque à l'origine d'ailleurs, Internet est un premier réseau qui a été développé aux États-Unis pour connecter des communautés scientifiques. Donc c'est à l'innovation et la recherche scientifique et à la base de la création d'Internet il y a plus de une trentaine d'années environ. En tant que leader de l'Internet au début au Niger, c'est le plus que nous apportons, c'est-à-dire éduquer le marché, participer à la pédagogie. Chez les techniciens de la Flybox, tout est opérationnel et l'engouement est de mise. La Flybox, c'est un appareil qui permet de partager la connexion entre un certain nombre d'équipements via Wi-Fi. Et donc la Flybox, elle marche, il suffit d'avoir une carte SIM Orange, avoir des unités dedans. Vous pouvez avoir un forfait Internet. Il suffit de la brancher à une prise électrique. Donc en moins de 5 minutes, elle est opérationnelle. Donc un certain nombre de personnes peuvent utiliser la Flybox, peuvent avoir l'accès à l'Internet avec la Flybox via Wi-Fi. Les étudiants, eux, se frottent les mains et pensent profiter au maximum de cette offre de Orange Niger. Je suis venu découvrir les produits Orange et vraiment ils nous ont un peu guidés sur la qualité de leurs produits, surtout l'Internet 3G. Vraiment, on ne pouvait que dire merci à Orange Niger parce que il nous a offert vraiment un cadeau. Pendant tout ce temps, en tout cas, les étudiants ont profité pour pouvoir naviguer et en tout cas acheter aussi d'autres produits d'Orange Niger qu'il a mis à la disposition en tout cas de sa clientèle. La campagne 3G+ de Orange Niger se poursuit activement sur le campus universitaire pour s'achever dans les semaines à venir au stade général Seyni Kounché de Niamey. Direction Maradi où la coordination régionale du CEPRAS a tenu ce matin une assemblée générale. Objectif, informer les enseignants sur les raisons de la grève de 48 heures décidée par la dite structure. Le compte rendu de Alzouma Seni Soumaïla. Suite à la grève de 48 heures décidée par le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement du Niger CEPRAS, la représentation régionale de Maradi de la dite structure a organisé cette assemblée générale pour expliquer aux enseignants les raisons de ce bras de fer avec le gouvernement. Nous observons un mot d'ordre de grève sur toute l'étendue du territoire national de 48 heures. Nous avons jugé utile de tenir cette assemblée générale qui s'inscrit dans un cadre d'échange élargi aux structures de CEPRAS et pour échanger comme autour de ces deux points qui font les motivations de notre grève et la question du protocole d'accord CEPRAS-gouvernement et maintenant aussi l'arrêt de toute forme d'intimidation et de menace et que aussi nous avons constaté aujourd'hui et que le gouvernement procède à des arrestations d'un camarade. Nous sollicitons la libération du camarade Ismaël. Les anciens enseignants du Niger ont besoin d'évoluer. Donc nous pensons que cette question du spécial A et B doit être réglée et par le gouvernement. Pour normaliser la situation, les enseignants appellent à l'État le respect strict des engagements pris. L'appel que nous avons, en tout cas nous laissons toujours à l'État, c'est toujours en tout cas de voir de bon oeil en tout cas les préoccupations des enseignants du Niger. Parce qu'il y a un point que j'ai omis dans la plateforme, donc c'est celui en tout cas du statut particulier de l'enseignant et l'octroi des primes, en tout cas des indemnités aux enseignants. Donc voyez-vous, donc l'État en tout cas doit voir en tout cas la question des enseignants. Il faudrait que ces enseignants-là soient dans des conditions optimales en tout cas, leur permettant en tout cas de travailler. Étant donné que l'éducation est la base de tout développement, il y va de l'intérêt national de trouver une solution définitive à la question de l'éducation nigérienne. Autre aspect de ce journal, Asusu SA continue d'implanter ses guichets dans la région de Tawa.
Ainsi, après l'étape d'Abalak, c'est au tour du département de Tintabaraden de disposer de son propre guichet à Soussou. Asmana Amadou. Après le guichet d'Abalak, le géant des microfinances Asusu SA continue à ouvrir ses guichets dans la région de Tawa. Cette cérémonie marque le lancement des activités du guichet du département de Tintabaraden. En prenant la parole à l'occasion de cette cérémonie, le maire de la commune urbaine de Tintabaraden se réjouit de cette initiative de Asusu SA. Ce guichet vient à point nommé du moment où l'on sait qu'il n'existe aucune institution de microfinance fiable au service de la population de l'Azawak. Dans son intervention, le préfet du département a d'abord lancé un message de la paix pour rassurer à Asusu SA qu'il peut exercer et faire la promotion de leurs produits sans inquiétude dans le département de la paix. Il a par la suite demandé la population de Tintabaraden de bien collaborer au profit de la réussite des activités de cette institution dont l'objectif principal, lutter contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus temps d'avoir peur d'être convoyé de Tinta à Tawa et qu'on peut circuler librement, nos finances peuvent circuler librement de Tawa, de Tinta à Tawa, de Tinta à Niamey et de Tinta à l'extérieur. Donc je demande à tout un chacun, que ce soit les femmes, les hommes, le commerçant, les contracteurs, le fonctionnaire, de venir ouvrir leur compte au niveau de Asusu. Ça va encore encourager l'implantation de cette structure de microfinance au niveau de Tintabaraden. Le chef de la zone a pris la parole au nom de la directrice générale de Asusu SA Empêché pour présenter cette institution. Il a par la suite donné la statistique qui détermine son dynamisme et l'esprit d'équipe. Boubacar Abdou a énuméré les objectifs de cette importante rencontre du département de Tintabaraden. La création d'un guichet Asusu SA à Tintabaraden va certainement contribuer à améliorer les conditions de vie des populations de la localité, contribuer à la sécurisation des fonds des populations, à accroître le taux de bancarisation dans une zone totalement enclavée du point de vue des services financiers. Notre mission est d'offrir de manière efficiente des services financiers inclusifs adaptés aux besoins des populations à faible revenu et des micro-entrepreneurs en milieu rural et urbain. Cette mission démontre, si besoin est, de l'engagement de Asusu à mener un combat sans merci contre la pauvreté à travers la délivrance d'une gamme de produits et services variés. Après une série d'animations avec le groupe Tasco d'Agadez, cette cérémonie a été sanctionnée par la coupure du ruban. Ensuite, l'ouverture symbolique des comptes par les autorités départementales. Enfin, la visite guidée des locaux de Asusu SA par le chef du guichet de Tintabaraden. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l'ONG Het Tamat pour la mise en place des moulins à grains dans plusieurs villages de la région d'Agadez, une série de visites a été entreprise par des membres du conseil d'administration du projet, accompagné pour la circonstance d'une mission de l'ONG et Tatalin Iali. RTD Agadez, la correspondance de Ramédé Alassane. Des applaudissements, des poèmes assortis de doléances dictées, bref, partout où la délégation est passée, l'accueil est enthousiaste lors de ces cérémonies de remise des moulins à grains dans les villages respectifs de Emachalwan, Tajajarat et Tanouton Reden. La délégation était composée de Mme Amama Al-Gabit, membre du conseil d'administration de l'ONG HD Tamat, de Mme Benohab Aïchatou, chargée de mission à la présidence de la République et cumulativement vice-présidente de l'ONG Tatalin Iali, de Azara Mahamadou, une élite des femmes de la région. Faisait également partie de la mission l'administrateur de l'ONG HD Tamat et ses collaborateurs. La mission vise un double objectif: procéder à la remise officielle des moulins à grains et passer des messages de mobilisation auprès des femmes afin de réserver à la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou Mahamadou, un accueil de plus chaleureux lors de son arrivée dans la région. Au terme de ces cérémonies, l'administrateur de l'ONG HD Tamat nous livre d'autres aspects du programme.
Le premier constat que je fais, c'est d'avoir vu des femmes mobilisées, déterminées à améliorer leurs conditions de vie, déterminées à s'exprimer comme acteurs de développement. Avant des constructions comme ça, ce sont les hommes qui les font, ça prend 6 mois pour les faire. Mais là, avec le groupement de femmes qui a bénéficié de ce moulin, la construction du local a à peine pris 2 semaines, à travers les cotisations qu'elles ont mobilisées, à travers la pression aussi qu'elles ont su mettre à la jante masculine qui a dû se bouger, parce que malheureusement il n'y a pas de maçon femme. Mais elles ont réussi en tout cas le pari de faire tout dans les délais. Émerveillée par la mobilisation et l'enthousiasme ambiant des femmes lors de ces cérémonies, Madame Amama Al-Gabit nous livre ses impressions. On vient de leur amener une machine à moudre qui va les aider, surtout qui va empêcher aux petites filles, ce qui empêche aux petites filles d'aller à l'école, c'est de rester toujours à côté de leur maman pour filer. Mais heureusement aujourd'hui, l'ONG Het Tamat a installé une machine pour moudre le mil et qui peut empêcher ces petites filles-là de rester à la maison et d'aller à l'école. Et comme les affaires de la jante féminine finissent toujours par des chants et des danses, les membres de la mission n'ont pas boudé leur plaisir. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'administrateur de l'ONG et son collaborateur esquissant des pas de danse au rythme du tendé, ou mieux encore, le leader des femmes qui exultent au son du Léla, tant l'accueil qui leur a été réservé est empreint de chaleur et de convivialité. Merci Ramede Alassane pour toutes ces précisions. Je le disais, le volet reportage de ce journal est consacré au port du voile en milieu scolaire, un phénomène qui se répand de plus en plus et qui tend à devenir une tradition dans les établissements scolaires. Alimatou Abdou. Jadis méconnu dans le monde scolaire, le port du voile fait aujourd'hui partie du quotidien des élèves. Dans un pays fortement islamisé, cette pratique est bien perçue. Moi, j'aimerais bien porter le hijab parce que il y a la religion qui l'exige. Et aussi, toi-même, en te couvrant, tu te sens bien à l'aise. Même si tu sautes, par exemple, dans la rue comme ça. Vraiment, si tu te couvres, tu es une fille qui te couvre comme ça, il n'y a personne qui ne va pas se moquer de toi. C'est une bonne chose qui a été exigée par la religion. Et non seulement en te couvrant, tu te sens décente, quoi. Tu te sens apprécié par l'humanité. L'humanité te respecte et tu es respecté en retour aussi. Si pour certains, le port du voile par les élèves s'explique par le souci d'une protection contre le phénomène du génie tchatcheur, pour d'autres, par contre, cela est dû à l'ancrage de la culture islamique dans notre pays. Le Niger est un pays musulman, donc il n'y a pas de raison que cela peut-être puisse étonner les uns et les autres. Si vous voyez ce qui s'est passé il y a plus de 10 ans, et si vous comparez, vous allez constater de vous-même qu'il y a un changement. Et cela est dû, grâce à Dieu, se passe au niveau de vos médias, aux prêches, n'est-ce pas? Les gens ont compris que, en fait, la voie qu'il faut suivre, c'est cette voie-là même, qui est l'islam. C'est pour cela que vous voyez cet engouement, les gens sont imprégnés, les gens comprennent, et surtout dans le domaine féminin, vraiment le voile au niveau de l'école est porté à plus de 80-90%. Les élèves de temps en temps ont peut-être besoin de se reposer, mais quant à dire qu'il y a un génie tchatcheur, un génie qui vient perturber, franchement, je n'y crois pas. Mais qu'à cela ne tienne, je sais que de plus en plus, les génies sont portés sur les filles mal vêtues. Dès qu'il y a une évaluation, dès qu'on dit, bon, ben, il y a une évaluation, dès que les gens sont en classe, on distribue des feuilles et puis, bon, ben, les réactions commencent. Donc, moi, je pense que c'est plutôt mental. Une pratique vivement saluée par certains professeurs. C'est tout à fait normal parce que, et ça, il faut que les gens le sachent. C'est une question de tenue. C'est Allah qui a dit de porter le voile. C'est Allah qui a dit aux femmes de se protéger. Le verset est tombé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit, dites à vos femmes, aux femmes de votre entourage, de s'habiller. Phénomène de mode ou d'identité culturelle, la question reste posée.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'au-delà du milieu scolaire, le port du voile se constate même dans les bureaux avec les femmes fonctionnaires, journalistes, commerçantes ou même députées. À présent, la partie magazine de ce journal consacrée aux différentes offres proposées par la compagnie de téléphonie mobile Sahelcom, une compagnie citoyenne qui, vous allez le voir, propose à ses clients plusieurs offres aussi intéressantes que diversifiées. Très bonne réception, au revoir. Permettent aux Nigériens de s'approcher à temps réel et à moindre coût du monde entier, et cela à tout lieu du territoire national. Cela fait partie des missions fondamentales de la Sahélienne de communication qui innove chaque jour son réseau dont le seul souci de satisfaire sa clientèle. Notre objectif ou mission est de contribuer à démocratiser l'accès aux services de téléphonie mobile au Niger, c'est-à-dire rendre les nouvelles technologies de l'information et de la communication accessibles à la grande majorité des Nigériens à des tarifs très abordables, c'est-à-dire qui tiennent compte du pouvoir d'achat du Nigérien ordinaire. Je vous souviens que nous sommes les premiers à offrir les bonus 100%, 200% et 300% sur notre réseau, à lancer les forfaits illimités en appel de navigation Internet et SMS, et récemment aussi à mettre sur le marché le tarif unique très abordable d'1 franc la seconde vers tous les réseaux, c'est-à-dire tous les opérateurs du Niger. Ces innovations sont également valables en appel, en Internet et même en SMS vers tous les réseaux du Niger. Sahelcom, dans sa vocation de permettre aux abonnés de communiquer à moindre coût, est le premier opérateur à mettre à la disposition de la clientèle des forfaits illimités. Ces forfaits nous permettent de répondre de manière efficace aux désirs des populations à communiquer avec leurs proches. Sahelcom répond également aux attentes des Nigériens et cela à chaque événement, à chaque occasion, une nouveauté. Voulez-vous connaître la pharmacie de garde et son emplacement précis? La Sahélienne de communication vous offre cette aubaine et bien d'autres. Les services à valeur ajoutée sont destinés à la clientèle dans le but de profiter pleinement de l'utilisation de leur téléphone mobile à travers des services spécifiques. Nous accompagnons le client à tout moment pour satisfaire leurs besoins. C'est dans ce cadre que des services comme la consultation et l'emplacement des pharmacies de garde, des services de culture et d'information islamique sont proposés aux clients pendant la période de Ramadan. Sahelcom, dans son approche hautement sociale, a pensé à la bourse de l'étudiant nigérien dans son ensemble, avec encore un autre forfait bien taillé sur mesure. Ce forfait permet aux étudiants de pouvoir communiquer entre eux et à moindre coût. Il leur permet de garder un contact permanent et de consolider le lien dans le monde estudiantin du Niger. Avec Sahelcom, la liberté est vraiment permise à tous les clients, non seulement de maîtriser, mais aussi de gérer d'une façon rationnelle le budget de communication et son temps. Et à ce niveau, la flotte prépayée répond à ces exigences. Innover afin de faciliter et de simplifier la vie des abonnés en leur permettant d'accéder eux-mêmes à certains services. Le prépaiement par syntaxe de la flotte permet aux clients de renouveler le service sans pour autant se déplacer vers une structure Sahelcom. Il permet aussi aux clients de maîtriser et de bien gérer le budget de communication. Pour être plus que jamais un outil de développement fiable et accessible à tous les Nigériens, où qu'ils soient à travers le territoire national, Sahelcom vous donne une fois de plus la chance du siècle qui vous permettra d'être toujours en ligne avec vos proches. En termes de projets ou de perspectives, en 2014, nous comptons nous rapprocher davantage de la population nigérienne pour répondre aux attentes des consommateurs, en continuant à assurer une bonne qualité du réseau, en élargissant la couverture du réseau de nouvelles localités, en lançant de nouveaux services à valeur ajoutée, en améliorant notre visibilité et notre communication et la disponibilité de nos produits, et en contribuant davantage aux œuvres sociales et caritatives au profit de la population nigérienne. Une première dans le monde de la communication dans notre pays et même à travers le monde. 1 franc la seconde vers tous les réseaux est une tarification simple et à moindre coût destinée aux clients pour satisfaire leurs besoins en communication. C'est une grande première sur le marché de la téléphonie mobile au Niger. C'est une offre accessible à tous, sans distinction de catégorie, sans plage horaire et sans souscription où vous ne payez que ce que vous consommez. Par cette offre exceptionnelle de 1 franc la seconde vers tous les réseaux,
nous continuons toujours à avancer dans notre vocation qui est celle de fournir aux populations les tarifs les plus abordables du marché. Démocratiser l'accès de la communication au Niger avec un tarif raisonnable, se rapprocher davantage des Nigériens avec un réseau fiable. Bref, les défis sont énormes et impossible n'est jamais nigérien, impossible ne sera jamais Sahelcom. Tout défi sera Inch'Allah relevé au profit d'un Niger de développement et de paix. Ainsi, nous nous engageons à accompagner le Niger sur la voie du développement en vulgarisant et démocratisant l'accès aux technologies de l'information et de la communication à des tarifs qui défient toute concurrence. C'est pourquoi j'invite la population nigérienne à adhérer massivement au réseau national Sahelcom pour communiquer en toute liberté et à des tarifs les plus bas du marché.